le corps-sujet comme achèvement des filiations ontologiques, l'ancrage dans l'être. Naître de l'être, exister par le genre, survivre à soi-même. Les trois vies conférées au corps-sujet. Si le grain ne meurt. L'homme de l'ontogénèse est celui d'un corps réel, concret, vivant, parce que synthèse de l'originel et du naturel, parce que fin et commencement. Déjà un paradoxe et sa résolution. Kant se demandait comment le jugement synthétique a priori était possible. L'ontogénèse, par cela même qui fait son principe, sa nature, la synthèse. L'ontogénèse répond par cela même qui fait son principe, sa nature. La synthèse de l'homme originel et de l'homme naturel n'est autre que l'homme synthétique. La réalité immédiate, donnée, notre corps, le corps actuel, est déjà l'acte du corps qui a synthétisé a priori. L'expérience qui manque au jugement synthétique a priori de Kant n'est autre que ce processus synthétique qui ne peut être qu'en donnant l'existence à l'originel et au naturel. En ce sens, pour l'ontogénèse, il n'y a plus de nature. Elle ne peut être saisie en tant que telle. Cette nature est toujours sous une forme, un montage, soit naturel, soit originel. Ce serait là une première mesure et qualité de l'homme synthétique, de notre corps actuel, de son être-là. Avec l'homme de l'ontogénèse, le corps synthétique, il en est fini à jamais de la nature pour laisser place à l'animal phénoménologique. Tous les débats du type nature-culture, réification fixiste et réduction anthropologique, eux aussi sont exclus et doivent laisser place au rapport des éléments historiques de l'homme originel, naturel, synthétique. Ces rapports peuvent être définis comme une problématique programmatique. Premièrement, l'ontogénèse est une fin et un commencement. Elle accomplit l'ontologie temporelle, elle affirme l'individu en son rôle de reproduction du genre et d'existence de l'être. Elle est aussi le commencement de l'ontogénèse proprement dite, le fondement de toute une édification synthétique, et ce qui apparaît déjà comme un phénomène à méditer en tant que phénomène commun, la finitude, entre parenthèses, vivante. Ce qui achève l'un est le début de l'autre. C'est la double face du même phénomène, des deux côtés de la vie. Une relève, une relance alors. On va bien d'une finitude à une autre, et c'est la même. Ce qui serait désespérance, allégeance à l'être de Spinoza, où il ne se passe rien, où il n'y a pas de devenir. La finitude, en tant qu'entrée et sortie de l'ontogénèse, sera une donnée de référence de la phénoménologie. Elle permet bien de reconstituer l'achèvement de l'ontologie temporelle et le commencement de l'ontogénèse. C'est bien la double face de la subjectivité, le parcours de vie et de mort du sujet. Une vie pour une mort, mort déjà contenue en sa vie. L'échange est d'une telle évidence qu'il rend la mort banale et présente. Ce qui fait l'existence, c'est une finitude que l'on apprend pour en mourir. On ne meurt qu'à soi-même. Le paradoxe, c'est que l'on ne s'approprie que sa mort. Quelle ambiguïté de la finitude, pour vivre ou pour mourir? C'est le principe qui fait le genre. L'échange d'un divin sablier, la loi du genre, l'équité de la nature, l'étalon de toute chose. Seule la mort est juste. L'évolutionnisme est porteur d'une telle régulation des naissances par la sélection naturelle et l'adaptation au milieu que l'on se demande à quelle fin ou à quelle sans fin. Que l'évolutionnisme n'ait pas de fin nous semble, anthropologiquement parlant, aussi étonnant que s'il avait une fin. La vie et la mort ne seraient-elles que l'administration du genre et de l'individu, un accomplissement machinal? Pourtant, la subjectivité n'apparaît-elle pas, démiurgique, production d'existence?
Il y a bien échange d'une finitude et d'une finitude du genre humain, qui n'est plus celui de la vie et de la mort, mais donation d'existence par le consentement même à la mort, non plus une vie pour une mort, mais une vie pour une vie. L'immanence, mort et résurrection. C'est le thème de toute religion et mythologie, car essence de l'humain qui ne fait que reprendre la germination, le passage d'existence, si le grain ne meurt. Le passage de la vie, le jeu de la vie et de la mort veut dire cette résurrection et renaissance d'une fin qui s'accomplit dans et par un commencement en tant que continuité de l'intentionnalité de l'esprit, point de suspension, de l'évolutionnisme. Si rien ne se crée, rien ne se perd et tout se transforme, n'est-ce pas que la vie et la mort ne sont que les moyens d'une fin? La subjectivité, alors, serait dépositaire de la volonté divine. C'est elle qui serait le moyen, instinct divin, phénoménologie de l'esprit, visitation de l'Esprit Saint, d'interpréter le jeu de la vie et de la mort comme renaissance de ce qu'elle a pu reconnaître d'éternel. Car c'est là le secret de la création, du procès de production, de Prométhée, de la subjectivité et de la praxis, le jeu dialectique du naître et du connaître, selon la théorie de la réminiscence, la loi de l'engendrement réciproque, du renaître et du reconnaître, de l'existence et de la connaissance, du réel et du rationnel. Commencer à exister, c'est se reconnaître dans l'être, un commencement à partir d'un acquis. Se reconnaître, c'est renaître. Ainsi s'instaure l'échange qui se fera constitutif du corps sujet. Le lieu des morts et de la résurrection qui font l'existence en tant que connaissance et la connaissance en tant qu'existence. Entre parenthèses, le cogito, d'abord pré-réflexif. Ferme la parenthèse. Le périple du sperme est l'illustration parfaite de cette passation d'existence, la mort et la vie étant immanentes. Le spermatozoïde, qui arrive trop tard, un autre ayant fécondé l'ovule, meurt. Nul ne doit survivre à la vie. Il n'y a pas de vie post-générative. Celui qui a fécondé l'ovule meurt aussi en accomplissant son rôle dans l'ontologie temporelle. Reproduire. Il meurt de lui-même à lui-même. C'est qu'il se transforme en fœtus. L'énoncé du mystère, symbolisme germinal, la problématique de programmation de l'ontogenèse et donc tout d'abord la détermination de son commencement, la fin de l'ontologie temporelle. La deuxième détermination, celle de l'ontogenèse, est sa constitution en tant que synthèse de l'originel et du naturel. Elle est la conséquence logique de la première, le passage de la finitude constituée par l'être à la finitude constitutive de l'ontogenèse. C'est toute une passation d'existence, de l'accomplissement. L'esprit est en germe dans l'acte même du naître. Passation d'existence sur le modèle de la germination. L'esprit qui devient, qui transmet dans l'ordre humain ce qu'est l'acte même de naître, la divine nécessité. Petit 2. L'animisme, l'Esprit Saint et le procès de création. Tout un système de la parenté trinitaire, de l'être, du genre, du sujet et la matrice de l'ontogenèse. Peut-on ne pas établir une parenté, un rapprochement, une similitude avec, point de suspension, la Sainte Famille? La trinité de l'évolutionnisme se redit dans la trinité d'un seul Dieu en trois personnes. La Sainte Famille est le montage spiritualiste de l'ontogenèse. Elle prend les données de l'évolutionnisme pour substituer à la création de la subjectivité la création divine. Comment le Père apparaît et où,
commence le Fils, comment Dieu le Père peut être aussi Dieu le Fils. Le Père, c'est l'être, la continuité du temps matriciel finalisé par le procès de production qui s'achève en temps substance sociale. Dans ce continuum apparaît le Fils, le genre, le patriarcat qui organise la division du travail comme système de la parenté, qui reconduit la logique de l'être dans l'éthique du genre. Il faut constater que le Fils de l'être, le genre, est le Père de l'individu, le sujet. Mystère de la Sainte Trinité, comment peut être à la fois Dieu, le Père, et Dieu, le Fils? Grâce à l'Esprit Saint, alors tout s'explique. Le pouvoir de création, de la transmutation de l'être par le genre, du genre par le corps sujet, qui n'est autre que le pouvoir de subjectivité, n'est pas reconnu comme tel pouvoir de créer l'existence. Il est attribué une cause extérieure, une grâce, une intervention divine. La survie s'explique, elle aussi. Alors que nous cherchons désespérément la raison du phénomène qu'est la survie, du prématuré, de l'homo erectus, l'explication spiritualiste apparaît. Mort de l'être naturel et renaissance divine. Il faut avoir vaincu la mort pour donner la vie, et perdre sa vie pour la gagner. Si ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est l'animisme qui a le pouvoir de donner l'existence. La vie, sourde de partout, c'est la nature, le père et la mère encore unifiés en une fécondité sans limite. Il suffit de se glisser dans la dualité fonctionnelle de l'être, totem et tabou, pour accéder à l'élémentaire survie. Le spinozisme pourrait être proposé comme une médiation qui explique la transition de l'animisme au Saint-Esprit. Le panthéisme identifie Dieu et l'être. Ce n'est plus la nature de l'animisme et ce n'est pas l'Esprit Saint. Alors la subjectivité est inexistante. Elle n'existe qu'en tant que finitude qui ne peut participer à l'être que d'après les attributs de l'être, l'étendue et la pensée. Que ce soit l'animisme, l'Esprit Saint, le panthéisme, la subjectivité, ne se reconnaît jamais en tant que tel. Son pouvoir de création est soit imputé à la nature, soit au divin. Ce refus de se reconnaître est à l'origine du dualisme esprit-matière. C'est qu'il est bien difficile de se reconnaître au procès de création, immanentisme miraculeux de la pensée de l'être, car engendrement réciproque par le faire, la praxis. La subjectivité et la praxis sont les deux procès de production qui s'allient pour refaire le monde, apporter une plus-value. Il n'y a pas pouvoir de création d'ordre naturel, en l'occurrence avec l'être. Ni la subjectivité ni la praxis ne créent le vivant, ce qui n'empêche pas de créer de l'existant, et mieux que la vie. Nous avons déjà constaté que le procès de production donnait l'existence de sa durée. Mais cette auto-engendrement, auto-causalité, cette causalité de soi-même, ce qui est le miraculeux qui fait l'Esprit Saint ou l'être, est aussi engendrement réciproque, redoublement du miracle, donation d'existence à ceux qui n'en avaient pas. Alors il faut faire intervenir la grâce suprême faite à l'homme par Prométhée, le jugement synthétique a priori. Merci Kant. Comment devient-on jugement synthétique a priori? Car ce jugement va se faire constitutif du corps sujet. Nous sommes alors dans un autre continent. De même que nous avons découvert l'univers de l'antéprédicatif, Atlantide du concept, nous allons découvrir celui du synthétique a priori. Le monde que nous vivons. Le synthétique a priori est encore plus révélateur, constitutif de l'essence de l'homme, du corps sujet que le cogito cartésien. Celui-ci ne fait qu'achever momentanément, pour l'interrogation,
tout le parcours phénoménologique du synthétique a priori. Il est l'ultime moment de la reconnaissance identitaire de l'être et de la pensée. La res cogitans se reconnaît comme engendrement réciproque du corps social, la bourgeoisie de Rome, et de la fonction intellectuelle, la gestion superstructurale de l'État-nation. L'entendement est cette pensée sociale, créée par l'hérédité et la vénalité des charges, entre parenthèses, et dit de la Paulette. Comment devient-on jugement synthétique a priori? Notre interrogation peut être reprise en fonction du cogito cartésien. Ce sera: comment devient-on cogito de classe? Pour ce faire, il faut faire intervenir ce qui tiendra lieu de glande pinéale, d'esprit saint, d'énémisme. Il s'agit d'un deus ex machina, qui est la pierre philosophale de l'ontologie temporelle, la pierre angulaire de l'être, de la praxis, de la subjectivité. Voilà. C'est pas un passage facile. Alors déjà, là, on passe au livre 8. Donc apparemment, les livres précédents, le 7 et le 6, étaient donc des livres sur la phylogénèse, quoi. Logique de la phylogénèse pour le livre 7, et je crois que c'est phénoménologie de la phylogénèse pour le livre 6. Donc a priori, là, on passerait dans l'autogenèse, d'après ce que je comprends. Alors, est-ce qu'il faut... c'est toujours le problème de comment, avec tout ce cas, donc de signification des termes qu'il emploie, parce que bon, c'est vrai que c'est pas les termes phylogénétiques, ontogénétiques des paléontologues, ni des embryologistes, etc., quoi. Donc c'est des choses beaucoup plus sophistiquées, on va dire, quoi. Mais globalement, là, philo, donc on se situerait plutôt dans l'évolution humaine, quoi, et ontogenèse, donc de manière assez spontanée, je le situerais plutôt au niveau du développement. De l'être humain, quoi. Enfin, mais du développement de l'individu. Parce que là, il semble qu'il y a quand même une scission entre le livre 6 et 7 et le livre 8, quoi. Puisque là, on est passé dans ce qu'il appelle les ontogénèses. La vie et la mort ne seraient-elles que l'administration du genre et de l'individu à l'accomplissement machinal. Effectivement, donc ça c'est un peu toujours pareil chez Bouchkar, on a l'impression qu'il prend des termes qu'on tient pour acquis, tels que la finitude, la mort, etc., comme des moyens du développement, en fait, que c'est qui est posé normalement comme quelque chose allant de soi, la mort, la finitude, etc., là est vu et retourné comme étant quelque chose qui permettrait aussi, donc, ce qu'il dit, hein, l'administration du genre et de l'individu. La finitude comme un donné qui ne va pas de soi. Alors là, il est dans le... Après...
la subjectivité, c'est-à-dire ce qu'il définit aussi par corps-sujet, c'est-à-dire un corps qui n'est plus simplement, excusez-moi, qui n'est plus simplement un élément d'un ensemble qu'on appelle le genre, dont il accomplit, comme le fait l'animal à son niveau, les règles, les devoirs en quelque sorte quasiment mécaniques de reproduction, etc., mais où la subjectivité émerge comme reconnaissance de soi, mais une reconnaissance de soi qu'il définit comme renaissance. Alors, je recherche le passage. Sur la renaissance, c'est pas... 174. Au milieu, je suis trop loin. Au milieu d'après 174. C'est-à-dire qu'on... Le jeu dialectique du être et le sujet, pas le sujet, l'être humain, l'individu, le membre du jeu, la composante du genre, quitte la sphère de la nature d'une manière qui est à la fois irréversible et en même temps qui reprend tout le patrimoine de son existence en tant que membre du genre. D'où cette idée de synthèse, la synthèse entre l'homme originel, l'homme naturel, et puis l'être d'après la rupture avec l'homme comme élément du genre, en quelque sorte, et l'entrée dans la subjectivation, dans la subjectivité, c'est-à-dire dans le corps-sujet, dans l'ère du corps-sujet, comme ça, ou le moment du corps-sujet, entrée qui pour lui se fait par l'expérience de la finitude, c'est-à-dire l'expérience de la donation de la vie et de la mort qui est le pendant et la condition et la contrepartie de l'aptitude à donner la vie. Il y a là une transformation qualitative qui s'opère. On parlait de qualité, de quantité tout à l'heure. Il y a une mutation qualitative où apparaît la catégorie du corps-sujet et apparaît la notion de subjectivité à partir de l'expérience de cette finitude et dans l'expérience d'une renaissance. Quand il écrit comment exister, commencer à exister, c'est se reconnaître dans l'être, un commencement à partir d'un acquis. Se commencer à exister, c'est bien l'existence du corps-sujet, de la subjectivité. Parce que sinon, si on donne au terme exister le simple sens de être présent au monde, l'homme animal, l'homme naturel est existant au monde, il est présent au monde. Voilà. Donc là, on ne parle pas de la même existence, on parle de l'existence de la subjectivité, de l'affirmation de la subjectivité qui s'opérerait dans la reconnaissance dans l'être, le commencement à partir d'un acquis. Ainsi s'instaure l'échange qui se fera constitutif du corps-sujet, le lieu des morts et de la résurrection qui font l'existence en tant que connaissance et la connaissance en tant qu'existence, le cogito d'abord pré-réflexif. Ce qui est abordé dans le point 2,
moi je le comprends comme un détour par ou un retour sur les interprétations spiritualistes, la version spiritualiste de cette dialectique de l'ontogénèse, dialectique et opération de synthèse qu'opère l'ontogénèse, où ce que dit Kluskar, c'est que finalement les religions, et singulièrement la religion chrétienne, la Trinité, la Sainte Famille, nous donnent une version spiritualiste, c'est-à-dire mystifiée, de ce processus dont il faudra approfondir les données par la suite, approfondir les composantes par la suite, pour en révéler toute la dimension, je dirais, matérialiste, en donner une version affranchie de ce récit mythique et qui explique comment la praxis intervient dans cette production de l'ontogénèse et comment elle, d'une certaine façon, elle la porte. C'est ce que je comprends ici, mais je reconnais que c'est très compliqué, hein, pour moi aussi, mais... Et c'est vrai que l'interprétation qu'il fait de la Trinité est quand même assez convaincante, quoi. Il n'est pas le premier à révéler la dimension quasiment, l'enchaînement quasiment dialectique de la Trinité. Hegel l'a fait. Chez Hegel, il y a déjà l'idée que cette histoire de Trinité avec le Père, le Fils et l'Esprit, c'est une sorte de récit non philosophique, non phénoménologique, mais néanmoins sensé alors non pas de l'ontogénèse chez Hegel, mais plutôt de la production de l'histoire et du rôle de l'esprit dans l'histoire. Ouais. Il faudrait relire ce que disait Hegel là-dessus dans la philosophie de la religion, mais c'est le texte de philosophie de la religion, mais je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit mal là, pour le coup, on voit mal les liens. On comprend bien ce qu'il veut faire, quoi, mais c'est pas assez détouré, je dirais, peut-être, enfin, en tout cas pour moi, quoi, pour voir les liens d'association entre les différents termes de la Trinité, les différents termes auxquels il les associe. C'est pas quelque chose qui saisit l'esprit après. Bon, je pense qu'il faudrait peut-être au 2e ou 3e passage. Ah, mais il annexe littéralement le récit sur la Trinité. Oui, oui, ça oui. Le Père, c'est l'être, la continuité du temps matriciel finalisé par le procès de production qui s'achève en tant substance sociale. Dans ce continuum apparaît le Fils, le genre. Hein, on retrouve le plan du bouquin jusque-là. Ouais. Le patriarcat qui organise la division du travail comme système de la parenté, qui reconduit la logique de l'être dans l'éthique du genre. Il faut constater que le fils de l'être, le genre, est le père de l'individu. Le sujet, mystère de la Sainte Trinité, comment peut-être à la fois, peut-on, je pense qu'il manque le on là, être à la fois Dieu le Père et Dieu le Fils, il manque un moi, grâce à l'Esprit Saint. Il y a le miracle de l'Esprit Saint qui rassemble et relie de manière magique le Père et le Fils et leur place
la théodicée humaine, en quelque sorte. Le pouvoir de création, de la transmutation de l'être par le genre, du genre par le corps sujet, qui n'est autre que le pouvoir de la subjectivité, n'est pas reconnu comme tel dans ces récits mythiques. Pouvoir de créer l'existence. Il est attribué à une cause extérieure, une grâce, une intervention divine. La survie s'explique elle aussi, alors que nous cherchons désespérément la raison du phénomène qu'est la survie, du prématuré, de l'homo erectus, l'explication spiritualiste apparaît, mort de l'être naturel et renaissance divine, c'est-à-dire que là, pas question de recourir à, de rechercher un modèle explicatif qui renverrait à une situation praxique, à une situation concrète, à une immersion dans les données objectives de l'existence du genre. Le miracle est opéré par l'esprit, mort de l'être naturel et renaissance divine. C'est Dieu qui fait de l'homme autre chose qu'un animal, et l'animal meurt dans l'homme, puisque l'homme devient autre chose qu'un animal. Mais ça, c'est une explication mythique. C'est le mythe de la Trinité. Il faut avoir vaincu la mort pour donner la vie et perdre sa vie pour la gagner. Si ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est l'animisme qui a le pouvoir de donner. Alors j'avoue que moi, le passage sur l'animisme, je n'ai pas très bien compris parce que je ne connais pas bien l'animisme. La vie sourde de partout, et c'est la nature, le père et la mère encore unifiés et une fécondité sans limite. Il suffit de se glisser dans la dualité fonctionnelle de l'être, totem et tabou, pour accéder à l'élémentaire survie. Donc là, autre récit mythique, hein, au pluriel, cette fois-ci, les récits animistes. Si j'ai bien compris, les récits animistes sont des récits qui renvoient à une origine de l'homme immergé dans la nature, et où en même temps chaque animal est porteur d'une force et détenteur d'une force divine, d'une puissance divine, etc., etc. Alors après, ce qui se complique, c'est qu'il parle de ces récits mythiques, l'animisme, l'Esprit Saint, le panthéisme, qui renvoie au passage précédent sur Spinoza. La subjectivité ne se reconnaît jamais en tant que telle. Son pouvoir de création est soit imputé à la nature, soit au divin. Donc, la subjectivité est toujours donnée. Ce refus de se reconnaître est à l'origine du dualisme esprit-matière. Dualisme esprit-matière, qui, rappelons-le, structure l'histoire de la philosophie idéaliste, au sens extrêmement large du terme. Et après, ça se complique parce qu'il dit la chose suivante, c'est qu'il est bien difficile de se reconnaître au procès de création, immanentisme miraculeux de la pensée et de l'être, car engendrement réciproque par le faire, la praxis. Donc, ça c'est encore compréhensible un peu près, oui, non? Oui. La subjectivité et la praxis sont les deux procès de production qui s'allient pour refaire le monde, apporter une plus-value. Il n'y a pas pouvoir de création d'ordre naturel en concurrence avec l'être, pas d'origine naturelle de la subjectivité, ni la subjectivité ni la praxis ne créent le vivant, ce qui n'empêche pas de créer de l'existant, et mieux que la vie. Nous avons déjà constaté que le procès de production donnait l'existence de sa durée, mais cet auto-engendrement, cette auto-causalité, le soi-même, ce qui est miraculeux, qui fait l'Esprit Saint ou l'être, est aussi engendrement réciproque, redoublement du miracle, donation d'existence à ceux qui n'en avaient pas. Alors, il faut faire intervenir la grâce suprême faite à l'homme par Prométhée
le jugement synthétique a priori. Merci Kant. Donc, en quelque sorte, si j'ai bien pigé ce qu'il dit, c'est que Kant, avec son histoire de jugement synthétique a priori, il règle un problème qui reste pendant dans les philosophies dualistes, qui est le problème de l'engendrement, de l'auto-engendrement de la subjectivité, et Kant le règle en inventant une catégorie qui est une catégorie qui, dans le champ d'une conception qui reste dualiste, avec la séparation de l'entendement, de la sensibilité et puis le noumène, postule, sans référence à un cheminement d'ontogénèse, postule à l'existence de la synthèse, du jugement synthétique a priori. Du jugement synthétique a priori qui est l'acte du sujet, l'acte de connaissance du sujet. Non pas de connaissance de lui-même, mais de connaissance du monde, et aussi de connaissance de lui-même. Ce jugement va se faire constitutif du corps-sujet. Nous sommes alors dans un autre continent, de même que nous avons découvert l'univers antéprédicatif, Atlantide du concept, nous allons découvrir celui du synthétique a priori, le monde que nous vivons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le synthétique a priori n'est pas autre chose que la résultante de l'émergence de la subjectivité qui en elle-même repose sur la synthèse de l'esprit, enfin, c'est pas la formule juste, qui est une opération de synthèse. Une opération de synthèse entre l'homme naturel, l'homme originel et un processus de création-abolition qui est l'expérience de la finitude. L'expérience de la finitude qui amène à se reconnaître, à se sentir exister dans la reconnaissance comme renaissance. Donc, en clair, si tant est qu'on puisse parler de clarté, il n'y a pas de miracle dans le jugement synthétique a priori, il n'y a pas non plus d'aptitude ontologique prédéterminée, il y a le produit d'un processus, qui est le processus de l'émergence de la subjectivité, qui en lui-même opère cette synthèse à partir de la reconnaissance de soi, qui est aussi expérience de la mort et de la renaissance dans l'autre à qui on donne la vie. Une série de phrases sur la res cogitans se reconnaît comme engendrement réciproque du corps social. Ça renvoie, je pense, à des écrits de Plouskar que je ne connais pas. Il est déjà dans le petit livre. Déjà dans celui-ci. C'est dans celui-ci, ça. Mais il en parle après dans le livre. Oui, il en parle. J'ai vu qu'il en parlait aussi. Ouais. Mais il en parle aussi. Ses explications sur l'édit de la Paulette, il en parle dans le livre jaune aussi. Il en parle surtout dans Lettres et le Code. Mais il en parle. Ah oui, dans le livre, oui, ça c'est un petit fascicule. Mais là, il en parle de manière plus aboutie, si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il dit de ça? Parce que moi, je ne sais pas ça. Eh bien, là, c'est l'émergence donc de l'émergence du capitalisme
puissant s'accompagne au niveau de l'État-nation, de l'émergence d'une bourgeoisie d'Europe qui va effectuer la gestion structurale de l'État. Voilà, donc c'est effectivement le moment je pense, donc je suis, qui est, d'après Touskar, une conquête irréversible. C'est-à-dire que si avant le je pense, donc je suis, avec quelque chose c'est pas Touskar qui le dit, ça. Mais en fait, on pourrait penser que c'est je suis monsieur le vicomte, donc je pense, quoi. Hein, donc, à mon avis, effectivement, là, l'émergence de la bourgeoisie permet une conquête identitaire, quoi. Et ça, pour Touskar, il ne le renie absolument pas, quoi. En revanche, ce progrès, cette conquête, va assez vite se refermer sur elle-même. C'est-à-dire que la bourgeoisie de l'époque va faire de cet accès, de cette conquête, elle va capter, si vous voulez, cette conquête pour en faire un pouvoir existentiel. C'est-à-dire qu'elle va, muni, disons, de cette nouvelle prérogative, se faire effectivement elle va imposer son code, quoi, finalement, puisque c'est le code qui va être imposé à l'être, pendant à ce moment-là, quoi. Donc il montre, si vous voulez, qu'il y a un changement, finalement, un changement de code, quoi, puisqu'on passe à un code, celui de la féodalité, quoi, finalement, hein, où le transcendant est quelque chose d'immanent, quoi, puisque, bon, effectivement, le marquis, le vicomte, est là par son organique, le lien qui le lie à travers les générations de son système de la parenté. Et puis également, il est là aussi par la volonté de Dieu, quoi. Bon, il y a un côté transcendant qui va, en quelque sorte, avec l'émergence de la bourgeoisie et l'édit de la Paulette, c'est-à-dire que c'est un édit qui fait en sorte que les charges vont être achetables, c'est-à-dire les charges d'officiers de toute l'administration vont être achetables et vont être également héréditaires. C'est-à-dire qu'il va se... C'est ce qu'il dit là, hein, donc il y a en réciproque du corps social, la bourgeoisie de Rome, et de la fonction intellectuelle. C'est-à-dire que l'intellect va devenir un métier qui s'achète. Et finalement, c'est là où le bas blesse, quoi. C'est qu'on remplace finalement quelque chose qui était héréditaire, qui était héréditaire et transcendant, par un pouvoir existentiel qui sera le pouvoir de la bourgeoisie de la bourgeoisie de Rome. Et c'est effectivement Touskar a une image, je crois, il dit effectivement, Descartes dit je pense donc je suis, et ça c'est une conquête absolue. Mais il referme il relève le point de vue après, quoi.
C'est-à-dire que voilà, donc il embarque pas le prolo avec, quoi. Enfin, pas le prolo parce qu'à l'époque il n'y en avait pas. Enfin, le laboureur ou le petit compagnon artisan avec lui. Donc là, effectivement, il y a une captation, à la fois une conquête, la bourgeoisie de Rome, qui est imposée par Louis XIV, donc pour des problèmes en fait, il jouait sur le pouvoir à la fois de cette noblesse qui périclitait et puis de la bourgeoisie montante, en fait pour juguler un petit peu pour juguler le pouvoir des uns face au pouvoir grandissant des autres, et vice-versa d'ailleurs. Donc là, je crois que pour Kluskar, l'entendement, effectivement, pensée sociale, créée par l'hérédité et la vénidité des charges. C'est-à-dire que l'entendement est une sorte finalement, que l'on pense être quelque chose là aussi quasi, là c'est pas transcendant, mais c'est transcendantal, quoi, donc, et quelque chose qui a une histoire, quoi, et qui émane effectivement d'une captation de pouvoir sur l'existentiel en général, quoi. Et d'ailleurs, effectivement, il a, je pense, ce pouvoir, effectivement, cette épistémologie bourgeoise a des ramifications, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc, parce que, effectivement, c'est un peu, également, on est toujours un peu dans ce contexte-là, quoi. Donc je crois que la bourgeoisie de Rome, voilà, comment engendrement réciproque du corps social, la bourgeoisie de Rome, et de la fonction intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a un corps qui émerge par la volonté du roi et la vénalité des charges, et qui va se trouver être le détenteur de la fonction intellectuelle qu'il aura achetée, et qu'il pourra reconduire dans sa descendance. Donc on passe d'un code transcendant, la féodalité, à un code transcendantal, d'après Kluskar, hein, donc entre alors bon, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des tas de... Il en a fait un pavé comme ça, donc on se doute bien que c'est beaucoup plus touffu et nuancé que ça, mais si tu veux, en gros, c'est à peu près ça, quoi. C'est-à-dire que pour lui, c'est lié, le superstructural, hein, la gestion superstructurale de l'État-nation va effectivement créer les conditions de l'apparition finalement d'un nouveau code. Un code qui ne sera plus transcendantal, mais qui néanmoins va réduire, d'après ce qu'il dit, qui réduit l'être, au sens où réduit l'être social. C'est-à-dire que, effectivement, comme le transcendant également réduisait l'être social pendant la féodalité. Créer une sorte... Il y a un terme qui emploie pas dans celui-là, dans le capitalisme de la séduction, qui se rapporte un peu à ça, c'est le mana. En fait, le mana, c'est le... Il y en a au moins 30 ou 40 occurrences dans le capitalisme de la séduction. Et c'est un peu l'équivalent, quoi, finalement. C'est une espèce de... C'est Malinowski, je crois, et puis Mauss, des anthropologues qui parlaient de ça pour les populations mélanésiennes, quoi, comme une espèce, si tu veux, de comment... d'esprit diffus, quoi, qui s'auto-imposerait, si tu veux, à l'ensemble de la communauté. Voilà, là, c'est aussi un peu de ce style-là, quoi, hein. C'est finalement
code, code, mana, voilà, c'est un peu les mêmes choses. Enfin, je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'écriture de Kluskar n'aide pas à comprendre grand-chose. Excusez-moi de le dire, mais moi là je débraye parce que je veux bien qu'on m'explique que le jugement synthétique a priori chez Kant apporte une réponse à une question pendante dans les philosophies dualistes, qui est la question de finalement de la dualité des substances, de la matière. Le mot substance était le mot repris par la philosophie médiévale, donc la dualité des substances, et finalement la réponse magique qui est apportée par la philosophie dualiste, c'est-à-dire un grand pan de la philosophie des 20 siècles qui précèdent, ça consiste à dire que l'unité des substances, la réunification des substances, la coordination des substances, la relation entre substances, elle relève de l'esprit saint, elle relève de Dieu. C'est très net chez Descartes, c'est très net chez Malebranche. C'est Dieu qui rend cela possible, il n'y a pas d'explication autre que cela. Et oui, quelque part, l'approche kantienne qui dit non, attendez, tout ça c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. D'abord, c'est pas une affaire de substance, de relation entre substances, c'est une affaire de relation entre une sensibilité, c'est-à-dire un appareil un dispositif de captation de la présence du monde hors de soi, et des aptitudes à penser, à entendre, à penser. Et ça n'a rien de magique, c'est un fait. Et ce fait, il s'explique par l'aptitude humaine à produire des jugements transcendantaux et à articuler à la fois l'aptitude à sentir et l'aptitude à penser dans le cadre d'un édifice complexe chez Kant qui s'appelle le schématisme transcendantal. Bon, donc là, il y a une réponse, une laïcisation de la question qui peut effectivement, qui est dans l'air du temps, et qui va d'ailleurs peser très lourd dans la laïcisation de la philosophie elle-même. Mais là, le texte, il subit quand même un curieux cheminement, puisque effectivement, il rend à Kant ce qui est à Kant, mais après, il revient à Descartes. Il écrit « Le synthétique a priori est encore plus révélateur constitutif de l'essence de l'homme, du corps sujet que le cogito cartésien. Celui-ci ne fait qu'achever momentanément tout le parcours phénoménologique du synthétique a priori. Il est l'ultime moment de la reconnaissance identitaire de l'être et de la pensée. Donc après Descartes, il n'y a plus ça. La res cogitans se reconnaît comme engendrement réciproque du corps social, la bourgeoisie de Rome, et de la fonction intellectuelle, la gestion superstructurale de l'État-nation. Sauf que, d'un point de vue historique,
La bourgeoisie de robe, si on veut bien sortir de la référence occidentale, la bourgeoisie de robe, bon, quelque chose qui ressemble fortement, existe en Chine plusieurs siècles, enfin quelques siècles après Jésus-Christ. Et que là, il n'y a pas de ces jugements synthétiques de Cogito en question. Je pense qu'on va retrouver des traces de cette bourgeoisie de robe, qui ne sera pas bourgeoise, mais qui sera de robe quand même, y compris chez les Égyptiens. Donc la question de l'émergence d'une classe d'administration et de pensée, d'une classe intellectuelle, ne date pas de Descartes. Donc je ne vois pas bien ce que Descartes apporte, enfin, ce que cette relation apporte à la compréhension et de Descartes et de la bourgeoisie, mais c'est sans doute là-dedans, enfin, le phénomène de l'État-nation, par exemple, ce qu'il cite là, je ne vois pas très bien pour l'instant. Ça me semble... Alors, je ne doute pas qu'il y ait une explication, hein, mais je pense qu'un raccourci comme ça, à la page 177, oui, d'un bouquin très difficile, c'est pas aider le lecteur, c'est ce que je voulais dire. Et puis, ça pose quand même un problème de relation au lecteur et de relation à la philosophie. Parce que si la philosophie, ça consiste à sauter les références, d'une référence à l'autre, d'une chaîne rationnelle à une autre, sans médiation. Sans médiation, voilà. C'est sans doute très brillant, mais pour moi, c'est pas assez lourd. C'est pas assez démonstratif, c'est pas assez systématique, si on veut. J'ai du mal. Oui, après c'est intéressant ce que tu disais peut-être sur d'autres civilisations qui peuvent, alors peut-être, si je comprends bien, en apparence avoir des organisations qui peuvent apparaître similaires, comme dans la Chine ou dans l'Égypte, mais peut-être ce qu'il veut montrer, c'est que en Occident, apparemment, quand c'est quand même une montée de l'individu, en fait, quoi, de l'individualisme. Alors que, oui, alors avant, chez les Égyptiens, la Chine je connais moins bien, mais par exemple chez les Égyptiens, on reste quand même dans une origine qui va, comment dire, par capillarité se diviser partout, mais à partir de divinités, etc., qui sont représentées par le roi. Il y a un problème. Et là, on va être... Donc on appelle ça la monarchie absolue en France, par exemple, mais justement, il y a cette bourgeoisie montante qui arrive et qui fait que le transcendant ou le transcendantal se déplace comment dire, il va revenir sur justement ce qu'il essaie de démontrer, le reconnaître en fait, enfin, si je comprends bien, quoi, le reconnaître, et du coup on est plus cause de soi qu'avant en fait, parce qu'avant on était dans des structures qui étaient rigidifiées, qui étaient codifiées, dont les codes étaient, comment dire, tirés de mythologie, alors que là, comment dire, peut-être une liberté d'action augmente en fait, c'est-à-dire que on est plus cause de soi que cause d'un code mythologique qui vient se diffuser par capillarité dans une société en fait. C'est comme s'il y aurait un individu qui essaye de s'extraire un petit peu de la structure sociale
pour se reconnaître lui-même. Mais il y aurait eu d'autres étapes avant, en fait, quand même, hein, parce que chez les Grecs, il y a déjà eu un progrès dans ce sens-là. Si on reprend ce qui était dit dans ce qu'on a lu aujourd'hui, la subjectivité émerge dans le se reconnaître, l'existence de la subjectivité émerge du se reconnaître dans le naître. Et donc dans la découverte de la finitude et du rôle de passeur finalement que chacun de nous a, mais un passeur qui n'est pas un passeur simplement, mais qui est en même temps créateur, qui a un pouvoir de création. Donc, a priori, la subjectivité, c'est l'affaire de tous depuis fort longtemps. L'ontogenèse n'est pas une découverte du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle, n'est pas une invention ou une émergence ou un objet qui apparaît. Donc que le XVIIe siècle, que le cogito cartésien, le sujet kantien, et puis on pourrait encore faire d'autres références, que cette époque, en parallèle avec la montée en puissance du capitalisme moderne, industriel, fasse émerger un objet social différent, peut-être nouveau, qui s'appelle l'individu. Je veux bien l'entendre, mais l'individu, c'est pas la subjectivité. La subjectivité, elle existe depuis bien plus longtemps, au sens où lui-même l'a défini, depuis bien plus longtemps que ça. Et alors, venir dire que ça, c'est l'aboutissement, que Descartes, c'est l'aboutissement des X siècles durant lesquels l'ontogenèse a fait son chemin, et expliquer par là l'émergence du phénomène de la bourgeoisie de robe. Je dis simplement, la bourgeoisie de robe, sous d'autres formes, elle a existé ailleurs, et puis surtout, et ça me semble quelque chose de fondamental, la subjectivité n'est pas un privilège occidental. Il y a une subjectivité en Grèce, il y a une subjectivité au 5e siècle, il y a une subjectivité en Chine, 2000 ans, et voilà. La subjectivité, il y a des formes de subjectivité. Chaque civilisation assigne au sujet une place qu'il assume, qu'il n'assume pas, qu'il tient, qu'il ne tient pas. Il y a donc un processus de production, une forme de mode de production de la subjectivité, qui d'ailleurs se transforme en permanence. On le voit bien ici en France, en 40 ans, les formes de la subjectivité ont profondément changé. On ne mesure pas d'ailleurs ça. Et donc, la question de la subjectivité, elle doit toujours s'analyser comme une question relative à l'histoire d'une civilisation, d'une société, d'une formation sociale, d'un groupe, d'un parti, d'une association. Et je pense que l'ontogenèse, si ontogénèse il y a, c'est aussi là-dedans, c'est d'abord là-dedans qu'il faut aller la chercher. L'ontogénèse, c'est-à-dire, pour reprendre les termes de Kluskar, la production de la subjectivité, pour moi, c'est un phénomène social qui est infiniment plus complexe que ce que les buts témoins de la philosophie peuvent révéler, Descartes, Kant, etc. Alors que apportent des solutions, des réponses, des traductions qui ont évidemment plus qu'un écho, qui ont une insertion dans une histoire des mentalités,
et qui ont leur importance pour ça, je suis tout à fait d'accord. Et qu'il y ait des liens qu'on puisse établir entre ça et les transformations des rapports de classe, par exemple, je suis entièrement d'accord. Mais là, on passe du coq à l'âne, on passe de l'ontogénèse à la bourgeoisie de robe. Non, je pense que c'est plus large, mais tu l'as dit d'ailleurs, c'est plus large que la bourgeoisie de robe, c'est l'émergence du capitalisme. On change finalement de mode de production féodal, on passe à un mode de production capitaliste qui, si tu veux, par exemple, la libre entreprise, l'entrepreneur, effectivement, il a besoin d'une capacité de création. Donc, si l'idéologie, enfin le moment cartésien arrive précisément à cette époque-là, c'est peut-être pas par hasard, si tu veux, c'est effectivement parce que ça accompagne la montée du créateur, de l'entrepreneur, hein, et qui sera d'ailleurs aussi au niveau religieux, mettre en parallèle avec la montée en puissance du protestantisme, Weber, etc. Donc, pour montrer effectivement que là aussi il y a un rapport individualisé à Dieu, etc., qui se met en place. Donc on a quand même, malgré tout, alors je ne sais pas à quel niveau le situer, mais on dit souvent qu'effectivement l'émergence du sujet, c'est plutôt effectivement cette époque-là. Alors peut-être que c'est effectivement on prendra son aise avec ce qui s'est passé dans la réalité, mais néanmoins il y a quand même une réalité, si tu veux, et ça, Kouskar ne le rejette pas et ne le condamne pas. L'émergence du sujet en soi est une conquête, et en plus elle est irréversible. C'est-à-dire qu'on ne va pas retourner en arrière. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ça c'est simplement un composite autre, dans lequel le transcendant jouait sans doute un rôle prépondérant, et qui lui-même, d'après Kouskar, effectuait, si tu veux, une sorte de réduction de l'être par ce code transcendant. Donc là, on passe à ce qu'il appelle du transcendantal. Sous la pression de l'infrastructure qui change, on change toute la forêt française est défrichée, les bourgs se peuplent, etc. Bon, il y a des moments où effectivement la bourgeoisie prend de plus en plus d'importance, et effectivement si Descartes a une telle audience à l'époque, indépendamment de son immense talent, mais c'est sans doute aussi d'autre part à noter qu'il écrit quand même le discours de la méthode en français, alors que c'est pas donc un livre qui a été écrit en latin comme bien des ouvrages de l'époque. Donc il le voyait, si tu veux, comme quelque chose qui s'adressait aux bourgeois, quoi, finalement, quoi, qui était pas, voilà. Donc je pense que moi, effectivement, alors la bourgeoisie de robe, elle arrive au moment de l'émergence du capitalisme, qu'elle se suppose, qui croient que c'est arrivé, quoi, finalement, et qui vont accéder au pouvoir, comme ça a été fait en Angleterre quelques années auparavant. Donc il y a quand même une réalité. Et ce qu'il dit, Kouskar, après, la critique qu'il fait, si tu veux, c'est que ce sujet, finalement, par sa prise de position, sa captation, va quelque part interdire la praxis, quoi. Bon, il va se mettre au résultat du processus, et il va nier tout en
en niant la cause, à savoir celui qui effectue le procès de production, c'est-à-dire le laboureur, l'artisan, machin, etc. Donc c'est plutôt ça, c'est pas, non pas Clouscar ne voit la conquête cogito comme un progrès irréversible, mais par contre, il montre que cette bourgeoisie de robe a eu pour vocation de confisquer cette conquête à son propre profit et d'interdire finalement la désaliénation du producteur. C'est un peu comme ça qu'il le voit, mais je crois que la bourgeoisie de robe arrive, si tu veux. C'est pour ça qu'elle peut effectivement, il peut y avoir la classe des lettrés en Chine, etc. Mais il n'y avait pas, le mode de production restait le même sans doute en Chine à ce moment-là, quoi. Et là, il y a un changement de mode de production qui fait que l'époque, quand même, a besoin d'entrepreneurs. Bon, tu as besoin qu'il y ait des verrous qui sautent, etc. Donc, je pense qu'il y a eu un terreau propice à ce moment-là au fait que ça a pu se répandre, émerger au point que maintenant ça soit quelque chose de donné généralisé partout. Et heureusement. Mais oui, non, mais à la fois je suis tout à fait acquis à l'idée qu'il y a à cette époque une grande convergence de conditions et d'éléments qui résonnent les uns avec les autres d'une manière complexe. Il ne faut pas trop restreindre la complexité. Parce que Descartes, le sujet cartésien, c'est aussi une réponse à une question pendante, une question pendante à l'époque, qui est celle de la laïcisation du savoir, c'est-à-dire de l'émergence de la science moderne. Descartes écrit après Galilée. Galilée a commis un péché extraordinaire en prétendant révéler des lois naturelles qui n'ont aucune nécessité d'être attachées à un ordre divin et qui ne font pas l'objet d'une révélation et pas n'importe quelle loi naturelle. C'est la loi, c'est la question de la rotation autour du Soleil, donc la Terre autour du Soleil, donc c'est une question d'un renversement. Et les philosophies des sciences de l'époque sont des philosophies des sciences qui sont entrées, Galilée, Descartes, Bacon, etc., toutes ces théories du savoir de l'époque sont, pas toutes, parce qu'il y a aussi une réaction à l'époque, hein, il y a aussi des conservateurs, elles sont entrées en dissidence avec une idéologie qui a dominé non pas depuis Mathusalem, mais depuis le Moyen-Âge, qui est la reprise doctrinale d'Aristote par le catholicisme, d'ailleurs au passage en transformant profondément la conception aristotélicienne de la connaissance et des lois de la nature, parce que Aristote, sur le plan de l'existence des lois de la nature, il est d'un matérialisme assez irréprochable. Naturellement, il s'appuie sur les connaissances de son temps, mais il n'éprouve pas le besoin de remettre entre les mains de Zeus les principes
des sciences de son époque. Il est d'un pragmatisme absolu. Qu'est-ce que c'est connaître? Comment je connais avec mes sens? J'invente des catégories. Ces catégories, elles permettent de classifier la nature. Enfin bref, il y a une grande laïcité de la pensée du savoir scientifique chez Aristote. Et puis, il y a le thomisme qui arrive, et puis, au-delà même du thomisme, qui est une grande philosophie, mais pour d'autres raisons, mais il y a une reprise en main par une religion bien déterminée, à un moment, du savoir scientifique, et ça finit par bloquer la progression des sciences, une progression des sciences qui renvoie, elle, à un autre champ de la praxis, qui est à la fois un champ propre au déploiement des savoirs eux-mêmes, un champ relatif aux besoins des techniques, et qui dit un champ relatif aux besoins des techniques, dit un champ relatif aux besoins matériels des hommes, donc à l'économie. Descartes, il répond tout ça. Il est aussi prend position dans ce champ-là, tu vois. Et tout ça, ça disparaît. Ça me gêne. D'abord, ça me gêne parce qu'il y a une autre façon d'aborder l'étape cartésienne dans la naissance du capitalisme que celle-ci. Et puis, ensuite, je pense que la question de la bourgeoisie de robe, alors peut-être qu'elle est plus directement liée à la question de la subjectivité capitaliste dans le monde capitaliste, j'en sais rien, mais c'est pas une question qui vient à ce moment-là, et c'est toujours la question de l'union entre le sabre et le goupillon. C'est la question de l'alliance entre le pouvoir et le savoir. On a notre bourgeoisie de robe avec les technocrates. Le XVIIe siècle avait sa bourgeoisie de robe aussi, qui était nombreuse. Hein, il faut étudier les structures politiques du XVIe siècle en France. Il y a déjà... Alors, c'est pas une bourgeoisie au sens où Marx l'entend, propriété des moyens de production, mais c'est une couche sociale qui joue un rôle de régulateur au service d'un pouvoir dominant, d'une structure sociale. Et ça existe au Moyen-Âge, il y a ça, etc. etc. Donc, on peut analyser les traits spécifiques de la bourgeoisie de robe du XVIIIe siècle au regard de la laïcisation, etc. Je suis entièrement d'accord, mais de là à laisser entendre que la bourgeoisie de robe, elle naît à ce moment-là, non, elle ne naît pas à ce moment-là. Elle s'appelle bourgeoisie de robe à ce moment-là, mais elle s'appelle scribe dans l'Égypte ancienne, elle s'appelle... C'est la division du travail. Autre aspect de la praxis, autre dimension de la praxis, résultante de la praxis, c'est la division du travail qui favorise et qui à mon avis, induit un programme d'émergence de couches sociales qui sont des couches sociales charnières, médiatrices, des classes, je ne sais pas, mais en tout cas des couches sociales opérantes, extrêmement importantes dans le fonctionnement de la formation sociale. Tu vois ? C'est-à-dire que, si tu veux, là, enfin, au moins j'en suis là, je n'ai pas relu mes postes, mais il file un peu la notion de code, si tu veux, quoi. Et il voit, si tu veux, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, enfin, ce qui était le transcendantal, hein, le code transcendantal, c'est pour lui une forme de transcendant laïcisé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une laïcisation, ce que permettait saint Thomas d'Aquin pour la féodalité, et bien d'autres idéologues s'en chargeront, mais de manière laïcisée après. Donc c'est l'idée est quand même là importante. Et bien, effectivement, le fait de que
cette épistémologie bourgeoise, disons, à ce moment-là, occupe via la bourgeoisie de Rome, fait une sorte de code finalement, interdit, c'est là qu'il critique, hein, interdit la prise. Interdit la prise de conscience, si tu veux, du producteur de sa propre production. C'est-à-dire qu'elle vient faire chape sur la possibilité de s'extraire et d'avoir que le producteur puisse prendre conscience de sa condition, de son rapport aux choses, etc. Donc c'est dans ce sens-là où finalement il disait, Kouchkar, paraît-il, c'était son copain Bernard Schall qui me disait, il disait « Je pense donc je suis, donc je suis ». Tu vois, le truc c'est que « je pense donc je suis », bon, très bien, mais le problème c'est qu'il y a une appropriation, une captation de ça par, alors lui, l'origine dans la bourgeoisie de Rome et la vénalité des charges, le fait de pouvoir acheter le métier d'intellect, et qui se perpétuera finalement bien empêchant les classes laborieuses de prendre connaissance de leur aliénation et de se désaliéner, quoi. Donc pour lui, si tu veux, après Descartes, il y a le pont-levis est monté, bon, bah, je pense donc je suis, on arrête là, c'est bon. Voilà, donc mais néanmoins, effectivement, il voit ça comme étant une conquête hein, par rapport à la féodalité, quoi. Mais voilà, donc c'est un peu ça qui montre là. Alors bon, là je sais pas. Alors après, subjectivité, est-ce que c'est vrai qu'il ne dit pas non plus que le sujet là apparaît avec la bourgeoisie de Rome. Il ne le dit pas expressément, quoi. C'est pas dit. Non, il dit plutôt que la bourgeoisie de Rome est le symptôme de l'aboutissement d'une logique de subjectivation, de construction de la subjectivité, si j'ai bien compris. Ouais, c'est pas plus. Voilà, quelque chose qui oui, peut-être. Je pense que ça occulte la question de la compréhension de la notion de subjectivité sans la subjectivité, avant la subjectivité aboutie. Qu'est-ce que c'est qu'être corps-sujet au XIIe siècle? Qu'est-ce que c'est qu'être corps-sujet dans la Chine du IIe siècle avant Jésus-Christ, etc., etc. Oui, parce que quelles sont les étapes, comment tout ça depuis la phylogénèse, comment on arrive à la subjectivité, au corps-sujet. L'ontologie, c'est pas le corps-sujet, c'est pas la subjectivité aboutie. L'ontologie, c'est la phénoménologie du chemin qui va conduire à ça. Supposons qu'on considère ça comme un aboutissement. Lui-même n'en est pas sûr, puisqu'il a mis un point d'interrogation au mot définitif ou je ne sais plus quoi à un certain endroit. Mais je serais plutôt hegélien. Moi, je considérerais plutôt que tout moment tout moment de l'histoire et aussi de moments de forme spécifique d'aliénation. Et l'aliénation, elle est aussi combien chez nous, hein, dans notre merveilleuse civilisation de la subjectivité aboutie, à tel point qu'on peut se demander si ce n'est pas la mort de la subjectivité qui est en jeu aujourd'hui, plutôt que sa sublimation. Sublimation et mort à la fois, en même temps d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas.
Mais dire qu'on est plus libre qu'au XIIe siècle, non, je pense pas. Je pense que on peut pas analyser les choses dans ces termes-là. Parce que la question de la liberté, d'abord, elle se pose très peu au XIIe siècle. La liberté individuelle, elle se pose. Je ne pense pas qu'il dise ça non plus. Hein. Oui, non, mais je fais référence à ce que tu disais, tu vois. Parce que sinon, si on suit ce que tu dis, le monde est enfin, l'histoire du monde, c'est l'histoire d'un chemin tortueux vers une liberté complète, une subjectivité libre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, elle est libre pour certains. En niant, elle est toujours limitée. En niant les aliénations du présent, nous produirons les aliénations du futur. Ça, il faut le savoir. D'où l'intérêt de démêler les choses. C'est ce que je dis, et je crois fidèle à ce que dit Marx. C'est pas le catéchisme marxiste de l'homme socialiste là, que j'incite, mais c'est ce que dit Marx lui-même. Enfin, en tout cas, pour Kluskar, je pense que l'épisode progressiste cartésien, finalement, produit après coup quoi, une sorte d'amputation de la praxis, si tu veux, par rapport au sujet. Quoi. Donc, il est critique par rapport à la bourgeoisie de Rome et à l'effet effectivement de captation de pouvoir qu'a permis donc l'appropriation par une classe intellectuelle de l'époque pour mettre la main sur le résultat tout en niant la cause du résultat, à savoir le procès de production. C'est un peu l'idée qui émane de ce bouquin. Que le code, il est aujourd'hui également le même, hein, puisque la praxis est largement amputée. On a un sujet amputé de sa praxis. Il suffit de regarder la télévision, de voir l'individualisme à tout craint, les traders, j'en passe des meilleurs. Voilà. Donc on est effectivement toujours là. Donc effectivement, comme tu dis très justement, pour pouvoir éventuellement dépasser les aliénations futures, il faut avoir pris connaissance des aliénations présentes. Quoi. Et leur généalogie. Quoi. Alors, donc lui, il propose une généalogie. Alors je sais pas, on peut être d'accord ou pas, hein, mais elle a le mérite d'exister quand même. Et puis elle me paraît quand même assez cohérente. Quoi, mais, je trouve qu'il y a une phrase qui problématise bien là, ce dont on passe quand il dit c'est qu'il est bien difficile de se reconnaître procès de création. Donc, se reconnaître procès de création. Immanentisme miraculeux de la pensée de l'être, car engendrement réciproque par le faire, la praxis. Voilà. Et avant, il me semble, par exemple, moi j'ai eu du mal à comprendre, mais je crois que c'est ce qui est dit souvent, sur l'animisme. Il me semble que, par exemple, ceux qui fabriquaient des outils, qui chassaient, etc. C'est où la phrase que tu dis là, c'est au milieu de la page 176. Je trouve que ce passage-là, tout à l'heure quand tu l'as cité, Michel, oui. ça m'a frappé, parce que ça me permettait de mieux comprendre pourquoi Kluskar parlait d'un coup de l'Esprit Saint et de l'animisme, en fait. Et moi, j'ai eu du mal à comprendre cette histoire d'animisme, mais il me semble que ceux qui chassaient, ceux qui fabriquaient des outils, à un certain moment, en tout cas, ils justifiaient, en fait, c'est ça la question, c'est la question de... comment dire ? Comment l'être, par quel type de justification on se reconnaît, en fait. Et il me semble que dans l'animisme, ceux qui fabriquent des outils, ceux qui chassent, etc., se reconnaissent
mais à travers l'éternel retour, c'est-à-dire l'éternel retour du mythe. Alors, j'ai pas étudié le détail, mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire que tous les gestes, ils ont beau être pratiques, ils ont beau être créés par des individus, par l'individualité animale, etc., justifient leurs gestes en tant que subjectivité à travers des codes mythologisés. Par exemple, je ne sais pas si c'est exactement ça, il faudrait aller dans le détail, mais quand je tue ce lion, en fait, je refais le geste du héros ancestral de notre tribu, etc. Et donc, la subjectivité, à ce moment-là, ça serait un se reconnaître à travers, pas typiquement à travers son individualité vraiment, parce que finalement, c'est ça le mana, je crois aussi, c'est-à-dire à travers des choses, comment dire, originelles, ancestrales, toujours les mêmes, et donc, peut-être c'est ça qui veut dire Kluskar, c'est qu'effectivement, le fait de se reconnaître, c'est-à-dire de se sentir, de se penser, ça a une histoire, mais c'est surtout quel type de justification on associe à ça. Et quand on a, alors, moi je connais pas bien, hein, mais bon, l'Esprit Saint, c'est encore une nouvelle type de justification, mais après ça faisait écho à certaines choses qu'il dit parfois, il dit, pour moi être cause de soi en fait. Et peut-être c'est là où il va en venir en fait, il veut dire que finalement, comme tu disais, c'est-à-dire que le savoir se laïcise en fait, au lieu que la justification elle soit d'entités divines ou alors d'êtres surnaturels qui peuplent la terre. La justification, elle s'extrait. Oui, il y a une laïcisation en fait, c'est-à-dire que, par exemple, voilà, Descartes, il était fâché avec la scolastique, il trouvait que ça n'apportait finalement rien de fiable, de sûr, ça n'était que des discours qui n'avançaient à rien. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Descartes, il a réussi à trouver des lois de l'optique, par exemple, des nouvelles démonstrations en mathématiques, et il l'a fait de lui-même en fait, quoi. Du coup, il n'est plus... c'était sa propre justification, enfin c'était, comment dire, comment dire, sa subjectivité, elle se renvoyait à lui-même en fait. Bien sûr que... Alors je ne sais pas de quoi il était conscient par ailleurs, comment il se conscientisait à travers la structure sociale pratique, mais il n'avait plus besoin de... Enfin, peut-être je dis des erreurs, hein, mais il n'avait plus besoin de se justifier vis-à-vis de Dieu. Comme tu disais, l'union de l'être et la pensée, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'il me semble que c'est ce que tu avais dit, moi je ne savais pas que c'était ça, Malebranche par exemple, mais... Non. Chez Descartes, me semble-t-il, ah oui, tu disais que finalement... comme chez Malebranche, ah oui. Dieu intervient encore, et chez Descartes, il intervient au moment de la pitchnette initiale, hein, ah oui, c'est ça. qui déclenche la mécanique céleste. Alors là, bon, c'est un Dieu tellement ponctuel, mais il intervient surtout pour garantir l'union de l'âme et du corps. Continuellement, pas seulement au départ, tout continuellement. Création continue. Il y a deux substances chez Descartes, l'âme et le corps. Et alors il identifie très clairement les qualités substantielles, les attributs, les accidents. Les attributs, c'est ce qui tient à la qualité substantielle et qui la définit. Les accidents, qui sont ce qui arrive à la substance. Mais par contre, il faut bien expliquer. Alors, du point de vue physiologique, il explique.
C'est la glande pinéale qui est au milieu de tout ça et qui fait le lien entre le cerveau et le corps. Bon. Mais au-delà de ça, il y a quand même une exigence d'explication. Alors, en même temps, il ne réintroduit pas de métaphysique à partir de ça. Mais il est bien obligé à un moment quand même, encore lui, d'invoquer cette permanence du maintien de la cohérence des substances. Voilà, si Descartes n'est pas athée, il est profondément athée dans sa logique, mais dans ses convictions, il ne peut pas l'être complètement, de par sa théorie elle-même, comme Malebranche. Le plus athée, c'est sans doute Spinoza. Parce que Spinoza, sous prétexte de nous vanter les mérites d'une substance unique à laquelle tout le monde participe en toutes circonstances, il finit par vraiment poser la question de la nature et de l'identification de cette substance comme étant à la fois la nature, l'histoire, le mouvement du réel. Si tout est Dieu, a-t-on encore besoin de l'idée de Dieu? C'est une question. Enfin, si tout est cette substance infinie, il arrive à la pointe extrême à partir duquel le renversement devient très possible. Mais non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Je crois que il y a l'idée d'une apothéose, ou tout au moins d'un avènement de la maturité de la subjectivité dans le capitalisme. Oui. Chez Kluskar, avant on est sur des pensées mythiques, et puis avec le capitalisme, le transcendantalisme ne fonctionne plus. La réponse kantienne est encore une réponse par certains aspects, une sorte de mystique laïque, une sorte d'option mystique laïque. Mais il y a un Dieu immanent quand même dans la subjectivité capitaliste, un Dieu immanent qu'on voit aujourd'hui se répandre partout. C'est invisible. C'est le marché. Ah oui. C'est le marché. Ça, c'est et le marché est invoqué comme une puissance divine aujourd'hui. Ouais. Il est même non seulement naturalisé, mais invoqué comme une puissance qui a eu un statut de puissance divine au XIVe siècle. Une dernière petite chose, et après on y va, mais par rapport au... tu parlais d'animisme, qui est vraiment le cas, on va dire, le plus extrêmement éloigné de nous. Et alors, quel est le statut de la subjectivité dans l'animisme? Il le dit là quand même, hein, totem et tabou, il doit y avoir un transcendant écrasant, quoi, je veux dire, les interdits. Alors, quel est le statut de la subjectivité dans l'animisme? C'est certainement pas le qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Alors, c'est une subjectivité, mais, et par ailleurs, elle est très... certes, ils font des tentatives de comprendre les choses, et ils imputent, justement, c'est ce que montre Lukács, d'ailleurs, ça, notamment pas mal de phénomènes naturels qui se produisent, ils l'imputent à des puissances divines rationnelles, mais qui effectuent des procès de production. Zeus va jeter la foudre, ils imputent ce qu'ils font tous les jours, mais à des puissances irrationnelles pour expliquer ce qui ne peuvent pas expliquer autrement, parce que le tonnerre, parce que la pluie, parce que je ne sais quoi. Alors je pense que la subjectivité, il y a sans doute une subjectivité, mais la communauté a un tel poids et alors
en tous les cas, ça n'a rien à voir avec le cogito cartésien, à mon avis. Et là aussi, il va y avoir un code très, très, très marqué. Hein. Alors, ce qui est vrai pour l'animisme l'est sans doute moins pour le Moyen-Âge, mais néanmoins, il y a quand même aussi peut-être un gradient qui fait que la subjectivité passe de quelque chose d'absolument écrasé à quelque chose donc, qui se dégage petit à petit jusqu'au cogito cartésien. Mais la subjectivité, finalement, ne s'arrête pas au cogito cartésien. C'est plus que ça, mais dans quelles conditions parfois. Donc, c'est vrai que les tribus tristes tropiques, ça peut avoir effectivement des... Voilà. Ça voudrait dire que, si on suit quand même Tosca, que le sentiment de la finitude était moins puissant et moins présent en l'an 1000 qu'aujourd'hui. Le sentiment de la finitude était moins présent. S'il y a moins de subjectivité, c'est parce que le sentiment de finitude, qui en est l'aiguillon en quelque sorte, serait moins prêt. Je crois qu'il était aussi présent sous une forme mystifiée. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait quand même les explications mythologiques, enfin de résurrection, peut-être aussi, qui peut-être était quelque chose de fortement ancré chez les gens aussi, je ne sais pas. Chez Kant comme chez Descartes, c'est plus, à mon avis, du côté de la morale que du côté du cogito et de la théorie de la connaissance que on voit émerger une vision nouvelle de la subjectivité. Dans l'autonomisation du sujet par rapport au code religieux, et dans l'affirmation kantienne du sujet comme siège du jugement moral. En même temps, un siège ou un acteur du jugement moral, acteur unique du jugement moral, la question de la morale se pose au sujet, elle ne se pose pas collectivement. Il y a des règles de vie, il y a tu auras point, machin truc, mais c'est le sujet qui est interpellé dans le jugement moral chez Kant, et pas le collectif. Donc là, effectivement, la subjectivité, elle est clairement détachée et isolée. Est-ce que ça préfigure l'homo economicus, acteur du marché? Moi, là, pour le coup, par exemple... Est-ce qu'il fallait passer par le sujet moral kantien pour arriver à l'homo economicus? Non, parce que... En tout cas, ça participe du même processus de laïcisation et de démystification, oui. La capacité à débattre, en fait, et même à débattre avec soi-même, en fait, pour essayer de se déterminer, en fait. Parce que quand tu te dis que, effectivement, avec Kant, peut-être la personne devient le siège de l'acte moral, il devient en fait le siège d'une capacité à débattre avec lui-même, si je comprends bien. Le siège d'une capacité à produire un jugement moral dont Kant dégage la règle sous une formule qui s'appelle l'impératif catégorique, agit toujours de telle manière que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle de la nature. Quelque chose comme ça, il y a peut-être un mot qui n'est pas le bon, mais globalement l'esprit y est.
agit toujours. Non pas agissons. Oui. Le agissons, c'est de l'ordre du politique pour Kant. Le agit, c'est de l'ordre du moral. Les textes politiques de Kant, ils reviennent sur cette question de l'impératif catégorique, mais vu sous l'angle du collectif, d'où l'idée de paix perpétuelle, de recherche d'unité et de rejet de la guerre, et de règles de vie entre les peuples, de relations entre les peuples, etc. Enfin, une certaine conception politique, du cosmopolitisme politique va découler de ces textes politiques de Kant, qui sont d'ailleurs largement inspirés de Rousseau, mais non, le jugement moral, il est dans le sujet. C'est intéressant d'ailleurs le trajet du mot sujet. Sujet, on est d'abord le sujet du roi, puis ensuite on devient le sujet moral kantien. C'est un déplacement radical. Et ça reste le sujet. Oui, oui. La question de la subjectivité. Mais on est positionné différemment dans le sujet, parce que si je comprends bien, avant, voilà, les justifications des règles, les justifications morales, etc., c'était des données, on ne pouvait pas les remettre en question, les débattre. Là, si Kant, avec cette maxime, agit toujours selon de telle sorte que tu souhaites que cette morale puisse être universelle, nécessairement ça définit une problématique en fait. Et du coup ça nécessite de débattre en fait, de penser, de mettre en question, et d'essayer de trouver des nouvelles réponses en fait. Ce n'est plus des justifications. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui, que chez Kant, il y ait l'embryon de quelque chose qui est de l'ordre de l'agir communicationnel et de la nécessité de débattre. Oui, bien sûr, ouais, oui. Kant n'aurait pas interdit le débat. Mais à l'arrivée, le jugement, la décision morale, chez Kant, c'est l'affaire du sujet. C'est pas l'affaire d'un collectif. Le collectif, il va inspirer la décision du sujet, il va permettre au sujet de mieux comprendre les enjeux de trucs, mais à la fin, pof, c'est lui qui... D'où la situation, comment dire, à la fois de liberté du sujet et en même temps la grande solitude du sujet libre. Et pour reprendre un peu l'idée de Kluskar et sa critique effectivement de la captation de cette conquête qui a été le cogito par cette bourgeoisie d'Europe, finalement ce qu'il reproche à tout ça, c'est d'interdire d'avoir la compréhension dialectique du procès de production, du procès de consommation, ou du sujet, de la praxis, disons, comment cela va interdire la compréhension de ça. Il montre que Descartes, lui, effectivement, fait émerger le sujet, mais néanmoins, ensuite, on va voir que ce sujet, finalement, va servir à une classe pour interdire, justement, et se substituer aux producteurs pour accaparer, finalement, le résultat en niant le process. Et donc, finalement, quelque part, c'est une forme de... c'est un sujet sans praxis, quoi. On peut dire que c'est un sujet sans praxis. Et tu parlais tout à l'heure est-ce que Kant annonçait finalement l'homo economicus. Moi je crois qu'encore avant Kant, il y a Bernard Mandeville, La fable des abeilles, qui sera repris après par quelque sorte la trame, par Adam Smith, etc. Mais là,
finalement, là, tu as une praxis, parce qu'il dit, voilà, allez-y, faites désirer, faites acheter, produisez, etc. Mais il n'y a pas de sujet, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet qui revient, c'est l'homo désirance, quoi, donc une praxis sans sujet. Et finalement, est-ce que c'est pas, finalement, Descartes, en quelque sorte, ce serait une forme de sujet sans praxis, qui serait juxtaposé à une praxis sans sujet, quoi. Disons l'homme, la femme des abeilles, le homo, le prototype de l'homo economicus. Et je pense que c'est peut-être plutôt là qu'il faudrait voir le hiatus, quoi, finalement, et puis l'enracinement après de ce qui sera développé jusqu'à nous, quoi. Il y a un bon bouquin là-dessus, c'est le bouquin de Yves Vargas, Rousseau, L'avortement du capitalisme, aux éditions Delga. Il montre bien que Mondeville, comment la deuxième dissertation là, de Rousseau là, sur l'origine des inégalités, etc., était carrément était motivé par une réponse à la fable des abeilles de Mondeville. Ah, d'accord. Ouais, il le montre clairement, il montre comment, donc à cette époque-là, comment ça a été quand même un coup de tonnerre, quoi, dans cet ouvrage-là, et qui a fait des émules après, jusqu'à Macron.